Bonjour, merci d'être présent en si grand chiffre. Alors, nous sommes ici ce matin, effectivement, pour le dévoilement officiel d'un site web. C'est une initiative de la Société salvadoraniste de Montréal, avec plusieurs autres groupes, notamment Métis. Donc, du site web sinistre-john8 2015.ca, sinistre-john8 2015.ca, qui se trouve à être un pastiche d'un site financé par le gouvernement fédéral qui s'intitule sirjohnny2015.ca. Et aussi, ce n'est pas le seul site, il y en a toute une panoplie. Mais voilà. Que contient ce site web? Quel est le sens, effectivement, de notre opération aujourd'hui? Eh bien, le 11 janvier dernier, c'était le 200e anniversaire de naissance de Johnny MacDonald, un des pères fondateurs du Canada, qui était aussi chef du Parti bleu, l'ancêtre du Parti conservateur canadien. De sorte que le premier ministre canadien actuel, M. Stephen Harper, a voulu souligner cet anniversaire, comme si ça nous intéressait, et ça s'inscrit dans une multitude effectivement, de célébrations pour célébrer effectivement le Canada, ces célébrations qui doivent culminer en 2017 avec le 150e anniversaire de la Confédération. De sorte que ces dernières années, on a multiplié les hommages rendus à la monarchie canadienne-britannique. On a souligné l'anniversaire, le 200e de la guerre de 1812. Il y a eu l'anniversaire de la conférence de Québec de 1865, le 200e de Georges-Étienne Cartier. Hier encore, le 50e anniversaire de l'adoption de l'unifolié, etc., etc., etc. Et il nous paraît important de rétablir certains faits et de dénoncer ces célébrations, puisque, franchement, quand on y regarde, quand on regarde un peu plus près, il n'y a pas nécessairement de quoi être fier de ces célébrations. Aujourd'hui, c'est au Manitoba un jour férié, c'est la journée Louis Riel. Dans le cadre de cette conférence de presse, on a la chance d'avoir avec nous M. Jean Jolicoeur, qui est un représentant de Première Nation, chef des Autochtones hors réserve, fondateur de l'Union métisse Est-Ouest. On a l'historienne Josiane Lavallée qui est parmi nous, et bien sûr, M. le Premier ministre Bernard Landry. Ce site que nous dévoilons aujourd'hui contient beaucoup d'informations, rigoureuses d'ailleurs, concernant l'histoire, effectivement, des politiques, des actions, des propos déplorables du père fondateur du Canada qu'on célèbre, comme je l'ai dit, on l'a célébré le 11 janvier, c'était en Ontario, et c'était à Kingston. Et voilà, donc je vais vous faire une brève présentation du contenu, effectivement, de ce site. D'abord, on se penche, effectivement, sur les communautés qui ont été meurtries, effectivement, par les actions de Johnny MacDonald. Bien sûr, les Métis, on y reviendra, les Canadiens français, les Premières Nations, mais également les Chinois, les Asiatiques et les Noirs. Et je vais vous citer, par exemple, quelques propos qu'a tenus Sir Johnny MacDonald à l'époque, donc concernant, par exemple, les Métis qui s'étaient révoltés en 1870. M. MacDonald disait « Ces sans-mêlés impulsifs ont été gâtés par leur émeute de 1870 et doivent être maîtrisés par une main forte jusqu'à ce qu'ils soient inondés par un afflux de colons. » Au sujet de la pendaison de Louis Riel, cette année marque d'ailleurs le 130e anniversaire de la pendaison de Louis Riel qui avait heurté et indigné les Québécois et bien sûr les Métis à l'époque. MacDonald disait « Louis Riel sera pendu même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. » MacDonald a été par ailleurs complice des gouvernements provinciaux qui ont, l'un après l'autre, interdit les écoles françaises sur leur territoire. Il a refusé d'utiliser son pouvoir de désaveu de ces lois interdisant les écoles françaises, alors que pourtant le gouvernement fédéral, à plusieurs reprises, l'a fait entre 1867 et 1896, plus de 65 fois.
et pour des questions souvent moins fondamentales que les droits scolaires des Canadiens français. Cela remet bien sûr en perspective l'idée d'un Canada bilingue. Quant aux Premières Nations, aux Chinois et aussi aux Noirs, comme nous l'a révélé le professeur James Datchuk dans son livre Clearing the Plains, l'idole de Stephen Harper a aussi été aux commandes du génocide par la famine des Autochtones des Prairies, pour dégager la voie du chemin de fer, bien sûr, et il a déclaré sans ambiguïté vouloir convaincre l'homme rouge que c'est l'homme blanc qui gouverne. Bien sûr, dans toutes ces célébrations, M. Harper n'a pas fait mention de l'exorbitante taxe d'entrée qui a été imposée en 1865 aux immigrants chinois, que M. MacDonald considérait comme une menace, et je cite, au caractère arien de l'avenir de l'Amérique britannique. Fin de la citation. La même année, le premier ministre MacDonald leur a retiré le droit de vote, ce qui est en démocratie évidemment une abomination, pour ce même motif raciste. Il dit, alors qu'au nom du gouvernement fédéral, oh pardon, c'est pas lui qui dit ça, c'est moi. Alors je continue, et on a le professeur Stephen Addy de l'Université de Carleton, qui a bien démontré que ce racisme, ces actions déplorables n'étaient pas davantage acceptables au 19e siècle qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors, c'est pas seulement avec nos lunettes de 2015, effectivement, qu'on peut critiquer cela. Il y a Alexander Mackenzie qui avait rejeté, qui est le deuxième premier ministre du Canada, qui avait rejeté ces mesures anti-immigration chinoises et qui les qualifiait de dangereuses et contraires à la loi des nations et aux politiques en vigueur au Canada. Concernant les Noirs aussi, alors, MacDonald avait des liens assez curieux avec des sudistes, des ségrégationnistes du sud des États-Unis. Il les a défendus comme avocats et bon, il faut dire aussi que depuis son plus jeune âge, MacDonald était lié à une loge orangiste, donc, et qui prônait une forme de suprémacisme WASP, donc anglo-saxon blanc. Par ailleurs, au sujet de la démocratie, il faut bien comprendre que, contrairement aux opérations effectivement de construction identitaire déployées par M. Harper, qui veulent que le Canada soit une forme de projet fantasmagorique, vertueux, eh bien, contrairement à ça, il faut dire que le Canada, enfin, selon nous, ne poursuivait pas à l'origine des objectifs vertueux ou démocratiques. D'ailleurs, plusieurs des pères fondateurs, étaient explicitement contre la démocratie. MacDonald voyait la démocratie comme la tyrannie des masses. Georges-Étienne Cartier, bon, on dirait qu'il a aussi été président de la Société Jean-Baptiste de Montréal, mais il faut dire que bon, sa carrière a évolué étrangement. Il a déjà dit, concernant la Confédération, que nous ne sommes pas ici pour fonder des institutions démocratiques. Non. Nous sommes ici pour laisser l'élément monarchique prendre de plus grandes racines en nous. Alors, c'était des propos des pères fondateurs du Canada. Donc, sur ce site, on invite bien sûr les gens à le consulter. Il regorge d'informations, beaucoup de travail derrière cela. Et il est possible à même ce site d'envoyer des courriels au bureau du premier ministre canadien pour dénoncer effectivement ce qu'il fait avec nos taxes, c'est-à-dire célébrer, à toute fin pratique, un homme qui était d'ailleurs l'un des hommes politiques les plus corrompus de l'histoire du Canada. Ici, ça s'en est mis plein les poches avec le scandale du Pacifique. Et aussi quelqu'un qui tenait des propos à caractère suprémaciste et qui, effectivement, a mené des actions qui ont meurtri des communautés au Canada, notamment les Métis, les Premières Nations, les Cris de l'Ouest, notamment, les francophones, les Chinois, les Noirs, alors, ce qui met en perspective, bien sûr, le caractère humaniste à la base du Canada. Et il nous semble important, effectivement, de rétablir ces faits-là et de dire à la population à quel point ces célébrations, cette entreprise de propagande du gouvernement conservateur en ce moment, n'est pas acceptable.
Alors, je vais céder la parole à M. Jean Jolicoeur, qui va venir nous parler plus de l'aspect lié, effectivement, au métis. Alors, voilà, donc, Jean, je t'invite. Merci, M. le Président. Je me sens effectivement mal à l'aise d'être entouré de deux affiches de ce célèbre personnage. Moi, j'aurais mis la barre transversale sur la face. Je dois avouer qu'avec le recul, M. le Président a parlé de Louis Riel, 130e anniversaire de son décès cette année. Il avait conquis les premiers peuples de l'Ouest. Il avait su négocier, il avait su s'entendre et il avait su, ensemble, s'épanouir. Et il ne faut vraiment pas comprendre la mentalité des premiers peuples. Moi, je suis vice-président des services parajudiciaires autochtones qui couvrent tout le Québec, l'ensemble du territoire du Québec. Et la semaine passée, c'était notre convention ici à Montréal. Et notre organisme accompagne les Autochtones dans le système carcéral, dans le système judiciaire. Et je vais en cours avec les Autochtones, et c'est tellement évident qu'ils ne comprennent pas le système actuel. Quand ils sont en cours et qu'un avocat dit « Objection, votre honneur », lui ne comprend pas du tout ce qu'il veut dire. Parce que dans la mentalité des premiers peuples, c'était la négociation. Et aujourd'hui, même après des centenaires, c'est toujours encore la négociation. On s'assoit, on parle, on négocie. Imaginez-vous ce genre de caractère qui arrive et impose sa dictature. Les Autochtones, les premiers peuples, les aborigènes, ne comprenaient rien à sa mentalité. Louis Riel leur disait, écoutez, ils veulent nous enlever nos terres. Ils ne pouvaient pas comprendre. Eux, en tant que les premiers occupants de ce territoire, pouvaient se faire déposséder de leur territoire, de leur vie. C'était inimaginable. Monsieur le Président, dans mon fort intérieur, je pourrais vous parler des heures de ce que l'on vit actuellement, mais ce qui s'est passé dans ces années-là est tout simplement catastrophique. Il n'y a pas de mots pour qualifier comment le Canada s'est comporté avec les premiers peuples. Et vous m'avez demandé de respecter ma minute. Je compatis avec mes ancêtres, mes frères autochtones, et aujourd'hui, heureusement, qu'il y a des hommes comme M. Landry qui savent comprendre le peuple autochtone, et on l'a vu dans la paix des braves, et je l'apprécie et normalement je le remercie. Merci, M. le Président. En pensant, ça va être possible d'avoir des entrevues individuelles avec les intervenants. Je vais maintenant inviter Mme Josiane Lavallée, qui se lève. Bonjour à tous. Je pense que c'est ça, cette année, ça va faire 130 ans, le 16 novembre, que Riel a été pendu. Je pense que c'est important de rappeler que, notamment le 22 novembre 1885, il y a eu 50 000 personnes au Champ de Mars, brassard noir au bras, pour dénoncer ce que MacDonald et ses collègues du Parti conservateur avaient fait. Je vais juste citer M. Honoré Mercier, qui était premier ministre du Québec à l'époque. Riel, notre frère, est mort, victime du fanatisme de soldier named MacDonald et de quelques-uns de ses amis, de la trahison de 3 des nôtres qui, pour garder leur portefeuille de ministre, ont vendu leur frère. En tuant Riel, affirme Mercier, MacDonald s'est rendu coupable d'un meurtre judiciaire et d'un meurtre légal. Ça, c'est le premier ministre qui disait ça. À l'époque, plusieurs Canadiens, Français et journalistes dénoncent la pendaison de Riel et l'associent à un crime froidement préparé pour servir d'abord les intérêts du Parti conservateur en Ontario, parce qu'on était à la veille des élections, craignant de ne pouvoir conserver sa majorité si rien n'est fait,
pour désamorcer la fronde qui gronda en Ontario, notamment chez les orangistes. Le gouvernement de MacDonald a voulu étancher la soif de représailles des orangistes en faisant une victime expiatrice. Déjà à l'époque, selon le journal L'Électeur, c'est l'ancêtre du journal Le Soleil, un journaliste citait « Ce qui rend abominable et cruel la mort de Riel, c'est que son exécution a été le résultat d'un calcul froid et raisonné. MacDonald et ses collègues ne se sont pas demandé si le chef Métis s'était rendu coupable d'une offense entraînant la peine capitale. Réunis en conseil, les ministres conservateurs se sont consultés, se sont interrogés pour savoir ce qui ferait perdre le moins de votes au gouvernement. Les membres du cabinet étaient persuadés que le courroux des Canadiens français au Québec serait de courte durée, que leur indignation brûlerait comme un feu de paille et que le Parti conservateur perdrait finalement peu de sièges dans la province de Québec, alors qu'il risquait gros à se mettre à dos l'Ontario orangiste. Après avoir pesé le pour et le contre sur la balance des luttes électorales, l'exécution de Riel n'était plus qu'une formalité. La loi de la conservation du pouvoir était devenue pour les membres du gouvernement l'autorité suprême en matière criminelle. Il est important de se souvenir que MacDonald ne fut pas seulement le premier ministre du Canada, mais un des responsables de la mort de Louis Riel. Puis brièvement aussi, je voudrais noter que il y a eu, dans le Parti conservateur, lors de la création du Canada, il y a eu de la chicane parce que Georges-Étienne Cartier voulait une union fédérale, davantage décentralisée. Et MacDonald, en quelque sorte, trahit ses collègues canadiens-français au cabinet en poussant pour l'union législative. Et certains députés auraient voulu qu'il y ait un référendum, que les Canadiens-Français soient consultés. Mais MacDonald était clair, il dit c'est contraire à la Constitution britannique. Il dit il n'y a pas question d'en appeler au peuple pour leur demander leur avis sur ce projet de Constitution. Et aussi, bien entendu, ça serait tout un scandale aujourd'hui si notre premier ministre empochait 45 000 $. C'est ce que MacDonald a fait quand il a accepté le pot de vin de la Compagnie du Grand Tronc. 1 million. 1 million aujourd'hui, c'est ça. Et ça serait tout un scandale si on apprenait qu'Harper avait accepté 1 million d'une compagnie, du CP totalement. Merci, Mme Lavallée. Juste mentionner, avant de faire intervenir M. le Premier ministre, que ce site a été conçu par un des conseillers généraux là, de la SLJB, M. Christian Gagnon, qui a fait toute la recherche historique. C'est très impressionnant comme travail. Et aussi, il a été stylisé et programmé par M. Robert Meloche. Alors, je vais inviter M. Landry à venir prendre la parole. M. Landry. Historienne savante qui nous enseigne à chaque fois. Chers amis, il n'y a rien à fêter. Il y a à peu près tout à dénoncer et à blâmer dans cet anniversaire pour lequel le gouvernement du Canada utilise nos impôts et taxes dans une opération de propagande. Alors moi, je vais rajouter un peu au dossier aussi que Christian Gagnon a très bien monté. Et ça ne vous surprendra pas. Je dis qu'il y a une chose qui me révolte dans l'œuvre, si on peut appeler ça une œuvre de MacDonald. Savez-vous que c'était un protectionniste fanatique? Et pour quelqu'un comme moi, à cause de mon enseignement, à cause de mon engagement, ça me donne une raison de plus de penser que son œuvre était infâme. En effet, le Québec n'a jamais souscrit au protectionnisme. Le Québec a toujours compris que le commerce nord-sud était dans la logique même de nos intérêts et de la création de la richesse. Et non pas le commerce est-ouest préconisé par MacDonald. Et l'histoire a une continuité. L'ennemi du protectionnisme, à l'époque, il était né à Saint-Lin-des-Laurentides. Il s'appelait Wilfrid Laurier. Et celui qui a mis fin au protectionnisme et qui a signé l'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique,
était né, lui, à Bécomo. Brian Mulroney. Alors, et quand Brian Mulroney a proposé le libre-échange, le Québec l'a massivement répondu. Les Ontariens ont voté contre. Alors, il y a une ligne historique là. Qu'est-ce qui est arrivé de tragique avec le protectionnisme canadien? Nous avions eu le libre-échange avec les États-Unis d'Amérique pendant quelques décennies. Et plusieurs villes du Québec, industrielles, ont connu leur prospérité et leur développement avec le fabuleux marché américain. Ce n'était pas encore la puissance américaine d'aujourd'hui, mais c'était déjà la puissance montante. Et il faisait vivre ça, la ville de Belleville, Sorel, Saint-Jean, même une partie de la Beauce, où nos industries travaillaient pour exporter. Encore aujourd'hui, le Québec exporte 50% de tout ce qu'il produit et 80% de ses exportations vont vers les États-Unis. Ce qui a bondi vers le haut avec l'accord de libre-échange, évidemment. Wilfrid Laurier avait très bien vu ça et il a voulu rétablir en 1911 le libre-échange avec les États-Unis, qui appelait ça la réciprocité à l'époque. Mais quand la frontière s'est refermée, qui a été une catastrophe invraisemblable, ça a provoqué l'exode de la moitié de notre population. Si cela n'était pas arrivé, il y avait plus de Québécois que d'Ontariens aujourd'hui. Parce que les Américains, quand ils ont vu que la frontière se refermait, ils ont eu la sagesse de venir recruter ici une main-d'œuvre exceptionnelle. Des catholiques tout à fait dévoués, sur lesquels on pouvait compter. Alors, ils ont traîné vers la Nouvelle-Angleterre la moitié de la population du Québec. Et si cet accord de libre-échange, avec la complicité du protectionnisme dans a été résilié, c'est parce que nos colonisateurs du temps avaient commis une erreur historique monstrueuse. À la guerre de sécession, la Grande-Bretagne a pris le parti des sudistes, comme MacDonald les défendait d'ailleurs, d'une façon pratiquement raciste. Alors, comme c'est les nordistes qui ont gagné, c'est les Yankees qui ont gagné, ça n'a rien à voir avec le baseball, mais à travers avec la lutte, les Américains en ont voulu aux Britanniques à mort, qui ont résilié le traité avec la colonie britannique que nous étions à l'époque. Et que nous sommes encore à certains égards, puisque notre chef d'État est toujours la reine d'Angleterre. Alors, le taux de chômage bondit vers le haut, les Québécois et les Québécoises partent aux États-Unis. Il est possible que la prochaine présidente des États-Unis ait des origines québécoises. Hillary Clinton, grand-parent forte, c'est pas écossais. Donc, il y a eu une trace profonde. Il y a un de mes amis qui dit, s'il n'y avait pas eu cet exode, Madonna a des origines québécoises, alors on aurait eu Céline et Madonna en même temps. On aurait dominé le monde dans cet aspect de la culture. Donc, il n'y a rien à faire. Et je pense que vous avez une bonne initiative de faire cette dénonciation, de la faire de façon méthodique, avec l'aide d'historiennes et avec l'aide de Christian. Et ça fait partie de l'éclaircissement des idées vis-à-vis de Canada. C'est un élément de propagande qui, si on va au fond des choses, ne sert pas du tout le Canada. Au contraire, il a mis en relief une des parties les plus noires de son histoire. Alors, très bien, c'est beau. Et je suis disponible s'il y a jamais des demandes d'informations sur le protectionnisme. Le protectionnisme est mon ennemi depuis longtemps pour chaque fois. Merci, M. Landry. Alors, ben, c'est ce qui met fin, effectivement, aux interventions. Alors, effectivement, nous souhaitions mettre en relief cette idée que, effectivement, il n'y a pas d'illusion à se faire sur le Canada, qui ne poursuivait pas nécessairement des objectifs vertueux, qui était plutôt un projet néocolonial, protectionniste, projet d'affaires,
et qui va d'ailleurs à contre-courant, à mon sens, de la logique économique, comme vient de le mentionner M. Landry. Alors voilà, si vous avez des questions, on va les prendre peut-être individuellement. Et je vous remercie beaucoup. Bonne journée.